Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un superordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre et comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune au singulier.fm, sur la bande FM bien sûr à Paris, sur le 93.1 et sur le DAB+, et en podcast sur votre plateforme préférée. Merci Jérôme Sorel de réaliser cette émission. Merci à Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, de nous donner cette opportunité de vous parler data et d'IA. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de tester ou d'écouter de nouveau cette émission. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette émission autour de vous, pour lui donner plein de likes et d'étoiles si vous l'appréciez. Et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi, à nous donner votre avis sur nos émissions. C'est notre seule récompense. Cette semaine, émission spéciale, pour sujet spécial. Je ne reçois pas un, mais 3 invités dans le studio. L'annonce de la semaine dernière mérite un débat et nous allons inaugurer ce format ensemble. Cette annonce, vous n'avez pas pu la louper. Je veux bien entendu parler du communiqué du ministère de l'Éducation nationale annonçant, l'air de rien, l'introduction de l'IA dans le dispositif Parcoursup 2024. Le principe est exposé de manière très simple. Éviter aux étudiants des hésitations dans leur orientation. Limiter au maximum le phénomène des errances post-bac et d'échecs en premier cycle universitaire. Certains résument en disant « amener rapidement et efficacement l'étudiant sur le marché du travail ». Pour rappel, c'était déjà l'objet de la loi d'orientation et de réussite des étudiants en 2018, dite la loi Auré, qui instaurait Parcoursup. Il s'agissait de mettre fin au tirage au sort dans les formations sous tension et de limiter le taux d'échec en licence. Eh bien, le ministère souhaite continuer sur cette lancée. Pour limiter encore le taux d'échec à l'issue du premier cycle universitaire, le ministère a souhaité faire appel à l'IA. Si nous comprenons bien le dispositif, et nous allons voir ça ensemble, des centaines de milliers, voire des millions de parcours post-bac anonymisés ont été analysés. En fonction de cette analyse profonde, l'IA est capable de proposer à l'étudiant la filière et la formation la plus adaptée à son propre profil pour éviter l'échec en premier cycle. Le dispositif ne s'arrête pas là. Si l'étudiant accepte cette proposition et candidate dans la filière et dans les formations qui lui sont proposées, il augmente son scoring de sélection pour ces formations. A contrario, s'il fait d'autres choix, ceux-ci se voient attribuer un malus dans son score de sélection. Ce dispositif, comme vous le voyez, pose de nombreuses questions. Et pour en débattre avec nous, en studio, j'ai le plaisir de recevoir Madame Marie Crinquant, fondatrice et CEO de la société qui porte bien son nom, Avenir AI, qui a été sélectionnée par le ministère de l'Éducation nationale pour implémenter ce dispositif. Rémi Ibark, qui est expert en intelligence artificielle, spécialiste dans les risques éthiques de ces technologies. Et puis Valentin, dont on ne dira pas le nom de famille parce que il est encore lycéen, qui est élève en terminale au lycée Carnot, dans le 17e à Paris, qui passe son bac cette année. Grande année, toujours le bac. Cette année dans les spécialités maths et physique. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Merci d'être en studio avec nous. Alors, parlez-moi d'IA. On va commencer avec Madame Marie Crinquant. Vous représentez la société Avenir AI. Comment avez-vous mis au point votre solution et comment vous pouvez garantir que cela fonctionne ? Alors du coup, notre solution, elle est basée sur un algorithme d'intelligence artificielle. On a utilisé énormément de données pour les entraîner. Ces données, ça va être les parcours des différents élèves français dans les 10 dernières années. Donc ça va être leur parcours scolaire du collège et du lycée, toutes leurs notes, leurs appréciations des professeurs, mais aussi leur parcours post-bac. Est-ce qu'ils ont réussi dans l'orientation qu'ils avaient choisie dès le départ ? Est-ce qu'ils se sont réorientés ? Et aussi, par exemple, on peut prendre en compte les activités extrascolaires pour avoir d'autres informations autres que les activités scolaires classiques. Ensuite, cet algorithme, il a été testé sur de nombreux exemples et on a obtenu aujourd'hui un score de 90% de réussite. Ah oui. Ce qui est déjà extrêmement bien pour un algorithme d'intelligence artificielle de cette envergure. D'accord. Bon, après, il y en a certains qui pourraient dire il y a aussi 10% du coup où on ne sait pas trop si le résultat est optimal. On va y revenir après, vous inquiétez pas, mais ok, très bien. Donc pour vous, le dispositif, il est fonctionnel.
Monsieur Rémi Ibark, vous êtes, vous, expert en IA. Vous vous occupez souvent de ces questions d'éthique autour des technologies pour les entreprises. Est-ce que le dispositif proposé par la société de Mme Crinquant, il vous paraît opérationnel et conforme? C'est une très bonne question, Jean-Philippe. Et pour qu'un système il soit conforme aux attentes et qu'on puisse le déployer de manière fiable, il faut s'assurer qu'il a été développé de la collecte des données jusqu'au retour utilisateur d'une bonne manière. C'est-à-dire que ce type d'algorithmes, ils peuvent halluciner, ils peuvent aussi avoir des biais. L'hallucination, on en a parlé déjà ici, c'est une manière en fait de répondre comme si c'était correct, mais en fait la réponse est fausse, c'est ça, hein? Exactement, c'est l'algorithme ou l'IA générative qui va vous donner une information fausse ou biaisée. D'accord. Très bien. Et du coup, cette conformité, vous sentez qu'elle est potentiellement possible pour cet outil-là? Il faut respecter des étapes clés pour que cette solution soit conforme et qu'elle puisse être déployée. Est-ce que ça va être déployé à 3 millions d'élèves? Donc c'est notamment avoir un audit de sécurité, une documentation qui soit faite pour chaque étape. Et à la fin, quand on déploie le système, il faut le tester, le retester, parce qu'il y aura toujours des biais, des hallucinations, même avec un super audit de sécurité. Donc l'avantage, c'est d'avoir des retours. C'est bien le cas, Madame Crinquant. Est-ce que vous avez essayé de respecter ces types d'éléments de conformité? Évidemment, nous avons respecté toutes les consignes et les choses d'IA responsable. Pardon. D'accord. Et d'ailleurs, on parlait de données, là. Les données scolaires que vous avez pris en compte, on a dit qu'elles étaient anonymisées. Et du coup, il y a d'autres données que les données scolaires qui sont prises en compte dans l'algorithme aujourd'hui? Alors aujourd'hui, non, puisque dans cette première version, on s'est focalisé sur ces données scolaires-là pour avoir une première version viable assez rapidement à la demande du gouvernement. Mais on peut éventuellement, dans les futures versions, envisager de rajouter d'autres données, comme les données des réseaux sociaux, par exemple, qui peuvent donner d'autres informations sur les étudiants. Ok. Avec le consentement quand même des étudiants, a priori. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Je sais pas, je préfère demander quand même. Valentin, vous allez devoir prochainement saisir vos vœux. Là, ça va s'ouvrir, normalement c'est décembre, janvier, si ma mémoire est bonne. Et vous allez devoir effectivement remplir des données un peu parascolaires, complémentaires. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce dispositif? Finalement, là, vous le découvrez en même temps que tout le monde. Est-ce que pour vous, ça va vous faciliter les choses? Est-ce que ça vous provoque des questions particulières? Oui, je découvre l'outil et en même temps, je découvre tout le processus d'orientation. Donc, d'un côté, c'est un petit peu rassurant parce que en fait, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire plus tard, que ce soit ça va vous aider, alors. Dans ma formation ou dans mes métiers. Et en même temps, j'ai l'impression que ça m'apporte aussi un petit peu de la confusion, dans le sens où de ce que je comprends, l'outil m'amène vers une formation que je suis certain de terminer. Mais qu'est-ce qui me dit que par la suite, c'est le métier que je vais faire toute ma vie? Quand je regarde autour de moi, mes proches, ma famille, je connais personne qui vraiment fait le métier. Ah oui, on change beaucoup. Il a fait la formation. Ouais. D'accord, oui, effectivement. Donc, vous n'êtes pas fermé. C'est ce que je note déjà, c'est que vous voulez bien regarder un peu le dispositif et vous n'êtes pas fermé de base sur le dispositif, et je trouve que c'est déjà intéressant. Ça, c'est votre côté scientifique, ça, vos spécialités maths physiques qui font que vous êtes curieux par rapport à ça. Monsieur Ibark, on en a parlé juste avant. Parfois, les IA, elles peuvent halluciner, justement. Elles peuvent reproduire des biais, elles peuvent... dans le cas présent... qu'est-ce que ça pourrait provoquer en termes de risque? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme situation catastrophique par rapport à la solution? Je peux vous donner un exemple au niveau des hallucinations. Donc, une hallucination, c'est quand le résultat il est biaisé ou erroné. Et si l'algorithme est mal paramétré et qu'on l'a mal testé, ça pourrait être qu'un étudiant qui veut aller en licence de maths, on lui propose une licence de chimie. Certes, il y a des maths dans la chimie, mais ça ne sera pas ce qu'il aurait voulu. Ouais. Il y a d'autres styles de biais potentiels? En termes de biais, ça va être basé sur la collecte des données, c'est-à-dire est-ce qu'on aura fait une représentativité statistique des données qu'on a données à l'algorithme. Et ça pourrait, par exemple, des métiers qui sont moins choisis par les femmes comme mécano. Donc, une femme qui voudrait être mécano,
l'algorithme ne va pas lui proposer. Et donc ça, il faut faire attention au poids qu'on va donner à chaque donnée dans l'algorithme. Et c'est des choses qu'il faut absolument regarder pour éviter d'avoir encore cette structure, cette fracture entre certains métiers par les hommes. Ouais. Et l'utilisation des données des réseaux sociaux, ça vous inspire quoi aussi comme potentiel risque Quand on parle des données des réseaux sociaux, on va prendre le nom de famille, on va prendre le physique, on va prendre des caractéristiques. Est-ce que ce type de données sont nécessaires pour l'algorithme et qui nous donne un résultat? Moi, je pense pas. On prend un exemple d'un étudiant qui vient d'un quartier plus populaire. Ouais. Il va pas aller à New York pendant ses vacances, il va rester en France. Ouais. Quelqu'un qui vient d'un quartier plus aisé, il va partir à New York et faire des choses plus intéressantes, plus riches jugées par l'algorithme, et donc l'orienter vers des métiers qui vont être plus rémunérateurs. Ah oui, et puis avec plus de... D'accord. Ok, oui, effectivement, dans ces cas-là, il faut faire attention à ce qu'on poste sur ces réseaux sociaux. Je vais vous donner quand même la parole, Madame Crinquant, parce que là, on est en train d'essayer de voir un peu comment on peut trouver des biais dans votre dispositif, mais comment vous êtes prémunis, en fait, de tous ces risques ? Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a utilisé toutes les bonnes pratiques de l'IA responsable. Donc, tout d'abord, on a utilisé l'explicabilité. Donc, l'explicabilité, c'est quoi ? C'est une fois que l'algorithme va donner une réponse, il va donner une explication de pourquoi il a donné cette réponse. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si l'algorithme prédit une licence de maths pour notre étudiant, il va justifier son choix par les notes qu'il a pu obtenir au lycée, une remarque de son professeur, ce genre de choses, ou ses activités extrascolaires. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous proposez un résultat, à côté du résultat, vous mettez pourquoi, finalement, ce résultat est proposé. C'est-à-dire quels sont les paramètres qui ont fait que l'algorithme, que le dispositif est arrivé à ce résultat, c'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, on va mettre en valeur dans le dossier scolaire de l'étudiant ce qui a servi à pouvoir donner cette réponse-là, en fait. D'accord. Et donc, du coup, l'étudiant pourra vérifier... Il y a une explication, quoi. Voilà, c'est ça. Et l'étudiant pourra vérifier si les données prises en compte sont cohérentes ou pas avec ce que lui aimerait avoir pour la suite. Et là, on a parlé de pas mal de types de biais potentiels. Là, on parlait notamment de ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Tout ça. Comment vous prémunissez éventuellement des mauvais effets de ces éléments-là ? C'est une bonne question. Les biais, c'est toujours une question très importante dans l'intelligence artificielle, notamment quand on touche à des données personnelles et la vie des gens très précisément. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà d'avoir des données très diversifiées, puisqu'on a pris la totalité de la population française sans faire de tri particulier entre quartier populaire ou quartier plutôt riche, jeune fille ou jeune homme. On a pris toutes les données sans distinction. Donc du coup, ça nous permet d'avoir une représentativité de la totalité de la population française. Donc du coup, par conséquence, l'algorithme fonctionne sur la population française, mais on ne peut pas l'appliquer, par exemple, sur une autre population qui aura une vous n'allez pas pouvoir le revendre en Europe ? Pas tel quel, en tout cas. Peut-être, mais pas que ça sera réentraîné et que les données soient... Oui, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est parce que chaque population a ses caractéristiques, et donc on ne peut pas transférer l'algorithme. D'accord. Donc du coup, on a déjà cette représentativité de la totalité de la population dans nos données. Ensuite, nous, on a essayé d'avoir une équipe de développement le plus diversifiée possible. Pourquoi on veut une équipe diversifiée ? Pour limiter les biais. Parce que avec une équipe diversifiée, on va avoir une diversité de points de vue, ce qui nous permet d'avoir des tests qui sont représentatifs de la totalité des points de vue qu'on pourrait avoir. Donc du coup, on va avoir des gens plutôt de milieux aisés, de milieux plutôt pauvres. Oui, d'accord. Des hommes, ils vont des vérifier femmes. L'algorithme au regard de là où Exactement. depuis leur fenêtre. Parce que chacun arrive avec ses préjugés et ses qualités, et donc du coup va avoir un point de vue différent sur l'algorithme. D'accord. Valentin, là, on commence à être un peu plus au fait de ce que le dispositif va pouvoir proposer. Vous avez des idées, vous, un peu de la manière d'aborder votre remplissage de dossiers dans les prochaines semaines, là, notamment peut-être... alors, il y a les données scolaires, ça, vous y pouvez rien, hein, c'est ce que vous avez fait depuis quelques années. Là, voilà, et c'est comme ça, c'est enregistré dans le logiciel. Par contre, il y a toute cette partie-là qu'on connaît désormais un peu bien dans Parcoursup, le parascolaire, là. Vous avez déjà une stratégie un peu sur les données du parascolaire ?
Ouais, alors j'ai réfléchi un petit peu, bon, évidemment sans avoir la prétention d'être spécialiste. J'ai bien compris que le fonctionnement de l'outil, c'est plus il a de données sur nous, plus il devrait être pertinent dans notre orientation, ou en tout cas dans le processus. Alors je me suis un petit peu posé la question sur ce serait quoi les données supplémentaires qu'il faudrait y incorporer. Alors je me suis dit, un test de personnalité, j'ai l'impression que c'est pas forcément des éléments qui sont pris en compte par l'outil et qui pourraient toutefois être assez intéressants. Je me suis aussi posé la question des réseaux sociaux. Par exemple, comme je sais que les réseaux sociaux, ils vont avoir beaucoup de données sur moi, sur mon quotidien, et qui ont été accumulées au fur des années, bah, probablement que c'est des données qui vont servir aussi à l'outil pour m'aider. Ouais. Mais d'un côté, est-ce que c'est pas déjà biaisé dès son origine? C'est-à-dire, par exemple, si je prends le réseau Instagram, bah, de base, tout ce qu'on va mettre sur Instagram, c'est plutôt des aspects positifs de notre vie qui sont c'est déjà... bien. Ouais, mais c'est pas forcément représentatif C'est pas votre vraie de tout vie. mon quotidien, non? Donc Ouais. déjà, ça fait de la donnée supplémentaire, mais est-ce que cette donnée-là pose pas un problème de représentativité? De la même manière, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, comme ça fait de mon côté déjà quand même 6-7 ans que je suis sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont accumulées depuis des années. Est-ce que des choses que j'ai dites il y a 5-6 ans, je suis encore en phase avec ces choses-là? Est-ce que je suis à l'aise avec le fait que ces données-là puissent potentiellement m'orienter, alors qu'en fait, potentiellement, j'ai complètement changé sur ces sujets-là? Il va falloir publier des disclaimers de ce que vous avez dit il y a plusieurs années, c'est ça que vous redoutez? Bah, il va falloir que je fasse le tri en tout cas. D'accord. Monsieur Ibark, finalement, on voit que on sait que cette IA, elle n'a pas une intuition. Elle n'a pas l'intuition du conseiller d'orientation qui va être capable, de manière un peu plus émotionnelle, finalement, de voir quelle est la motivation de l'étudiant qui est en face, de voir comment peut-être un parcours atypique va pouvoir s'uniformiser. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où, quand on fait rentrer tout ça dans une machine, le parcours, justement, il finit par ressortir très uniforme et être proposé de manière très uniforme à l'étudiant, au futur étudiant? Déjà, l'IA va être très forte à faire des liens entre les données que nous, on n'aura pas fait, et donc à faire des propositions que l'étudiant n'aura pas pensées. Deuxièmement, Ça, c'est un bon point, ça. Ça, c'est un bon point. Il y a du bon, c'est notamment que l'IA, il va avoir la connaissance de tous les métiers, que les étudiants et même les conseillères n'ont pas accès à toutes ces informations directement. D'un autre côté, cette IA, donc, elle va être basée sur les données de l'étudiant, donc soit les réseaux sociaux, comme disait Marie, soit sur les notes. Mais est-ce que cette donnée, elle est représentative de l'étudiant? Oui. On sait qu'à 17-18 ans, on change. À 17-18 ans et à 20 ans... Oui, c'est ce qu'on disait avec Valentin. On évolue beaucoup à cet âge-là, quoi. Exactement. Et est-ce que, au final, le fait de se tromper, c'est pas la manière dont on arrive à trouver ce qu'on veut faire? Oui. Madame Crinquant, vous avez pas peur d'inhiber en fait toute une génération d'étudiants? Moi, je me rappelle d'une anecdote de Steve Jobs qui disait qu'il avait pris en première année de fac une matière de calligraphie, et tout le monde lui disait: mais à quoi ça te sert de faire de la calligraphie en première année? T'es brillant dans les matières scientifiques. Et il avait expliqué qu'en fait cette matière-là l'avait aidé beaucoup d'années plus tard dans la manière de sélectionner les typos des premiers Apple et de faire la différence avec ses concurrents. Et du coup, ce qui paraissait complètement atypique à une époque lui a servi quand même dans sa vie professionnelle. Vous n'avez pas peur qu'on perde de ça finalement en donnant trop une direction trop franche? Alors effectivement, on va se réorienter dans notre carrière. Après, nous, notre objectif avec ce produit, c'est d'avoir un maximum d'étudiants et d'étudiantes qui arrivent à valider leur premier diplôme. Donc, ils peuvent très bien rentrer en licence dans la prédiction de l'intelligence artificielle, valider cette licence, travailler quelques années dans ce domaine-là, puis totalement changer. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'améliorer ce score de 31% des étudiants qui arrivent en licence qui en sortent diplômés. Il y a uniquement 31% des étudiants qui arrivent en licence qui sont diplômés. Donc c'est quand même très très peu. C'est de l'argent que le gouvernement investit pour rien. Et les familles? Que les familles investissent pour rien. C'est du temps que les étudiants perdent finalement, puisqu'ils vont passer une année, 2 années dans cette licence qui finalement ils ne vont pas valider. Donc du coup, nous, c'est l'objectif premier de ce produit, c'est de nous faire gagner du temps et de l'argent.
Et vous, justement, Valentin, là, vous avez envie de prendre un peu de temps, justement, dans votre post-bac, vous avez envie de faire des essais, comment vous voyez les choses? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu du mal à me projeter professionnellement, c'est toujours plutôt les stages qui m'ont permis de comprendre ce que j'aimais faire ou à l'inverse ce que j'aimais pas trop faire. Donc le fait d'avoir un outil qui me dit à l'avance comme ça, c'est ça que tu vas faire, alors peut-être que ça fonctionne, mais là comme ça c'est assez difficile à croire dans le sens où, bah, même pour moi en fait c'est déjà très difficile de le savoir. Et par exemple aujourd'hui j'y ai quand même beaucoup réfléchi et je pense que j'ai envie d'aller voir ce qui se passe du côté du secteur de l'aéronautique. Et si l'outil me dit que finalement c'est pas du tout pour moi, bah, je repars à la case départ et je sais plus du tout où j'en suis. Ouais, donc ça va peut-être initier un peu de doute dans votre parcours. Monsieur Ibark, finalement, ce dispositif, il induit un principe de société. En fait, il donne des grandes lignes. La techno, en fait, utilisée va nous conduire à une société qui se dessine. Est-ce que finalement, il n'y a pas des adaptations un peu à faire pour que ça soit moins fort en termes de prédétermination? D'un côté, c'est comme avoir un assistant personnel qui va nous aider à choisir notre parcours professionnel, donc ça c'est un vrai avantage. Mais de l'autre côté, c'est comment est-ce qu'on sensibilise les étudiants que c'est un outil, mais que ce n'est pas une vérité. Ouais. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est en se trompant qu'on arrive à trouver ce qu'on fait, et c'est vraiment avec cette intuition qu'on arrive à comprendre qui on veut devenir. Donc vous, de votre préco, ça serait plutôt de l'utiliser comme une aide, un accompagnement, plutôt que quelque chose de déterminé, en fait. C'est une super aide, par contre, ça doit rester une aide et ça ne doit pas rester une vérité. Ouais. Et vous, Madame Crinquant, donc du coup, vous seriez prête à un peu adapter cet outil-là en fonction... Personne ne l'a encore testé, donc c'est la première année. Si jamais il y a quelques critiques qui se font jour, est-ce que vous êtes en capacité d'adapter un peu les éléments? Est-ce que vous sentez que le ministère est quand même sur une écoute par rapport à ce qui peut se passer? Évidemment, de toute façon, tout un produit d'intelligence artificielle qui débarque sur le marché, nous, on a fait nos tests en interne, mais ça ne sera jamais aussi développé que des tests grandeur nature. Et donc aujourd'hui, ce produit, il est ouvert à l'utilisation, au test, et nous, on est ouvert au retour. En fait, ce qui va se passer, c'est que chaque étudiante qui va utiliser le produit va nous produire des retours. Et nous, derrière, on va améliorer l'algorithme d'intelligence artificielle en fonction de ces retours et pouvoir avoir quelque chose de beaucoup mieux pour l'année suivante. D'accord. Au-delà de cette question de pertinence des recommandations là, qui concernant l'orientation, il faut quand même qu'on se pose la grande question, souvent oubliée quand on parle d'IA, du côté énergivore du dispositif, surtout à l'échelle quand même des 3 millions d'étudiants qui vont s'interroger sur l'orientation avec cet outil-là. Mais, Monsieur Ibark, c'est le genre de dispositif qui peut être optimisé de ce point de vue-là? Alors oui, il faut se rappeler déjà que ces IA sont gourmandes en énergie, en électricité, en eau, en matières rares aussi. Et donc une requête d'IA, ça représente 1000 recherches Google, donc c'est conséquent. Et si 3 millions d'étudiants l'utilisent quotidiennement, ça va faire une sacrée facture d'électricité. Oui, donc il y a des moyens pour optimiser. Nvidia, qui est le leader sur le marché, fait des GPU qui sont spécialement pour l'IA. Ouais. Ça avance, Ouais. mais il faut faire attention à cette On va consommation. peut-être décaler dans le temps l'usage du dispositif. Les étudiants n'auront le droit de l'utiliser que la nuit, peut-être, pour que ça puisse marcher correctement avec l'énergie. Non, Ça pourrait. je rigole. Valentin, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin de ce débat, puisque c'est quand même votre avenir qui est en jeu. Qu'est-ce que vous voudriez garder comme élément de ce dispositif et de cette manière de le présenter? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font un peu peur, du coup? Ouais, bah, à la lumière de nos échanges, pour moi, ce que j'en tire, c'est un outil qui pourrait m'aiguiller. Ça serait complètement bénéfique. Si c'était plutôt une contrainte ou une restriction, ça, je serais plutôt moins enclin à utiliser l'outil. Donc finalement, si on trouvait un compromis et que l'outil, c'était plusieurs propositions d'orientation qui sont des recommandations, mais que je suis pas obligé de suivre et qui sont pas forcément un malus, ça, je pourrais plutôt
plutôt y Ah, aller. déjà un premier retour, Madame Craquant. Oui, enfin, le truc n'est pas encore lancé, que déjà vous avez des retours d'étudiants. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ce débat. C'était Parlez-moi d'IA sur la question de la manière dont l'IA peut être insérée dans le dispositif Parcoursup en 2024. Merci à tous pour ce débat. Nous avons pu voir que les questions sont nombreuses et que les demandes d'ajustement et de régulation ne sont pas anodines. Voilà. Merci, à très bientôt. Non, attends, Jérôme, non, stop, coupe, ouais. En fait, pour les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, en fait, c'était un gros canular. J'espère que vous êtes encore là, parce que sinon vous n'êtes pas au courant que c'est un gros canular. Ce débat et le sujet de ce débat étaient des fakes. Comme les IA génératives peuvent en produire très facilement avec un pouvoir de diffusion extrême, chères auditrices et chers auditeurs, excusez-nous, c'était destiné à vous faire réagir, à vous faire réfléchir. Nous avons organisé ce faux débat avec les amis de Data for Good et de Latitude pour vous dire que ce type de réflexion sur l'IA est essentiel, qu'il s'agit bien sûr d'un objectif de 3 dispositifs. Parce qu'en fait, il y a 3 dispositifs. Il y a Parlez-moi d'IA, qui essaye d'être technolucide. Il y a le livre blanc des défis de l'IA de Data for Good, et désormais le jeu sérieux, la bataille de l'IA propulsée par Latitude, sur lequel vous pouvez réagir maintenant que vos vraies identités sont révélées. Peut-être Rémi, dont c'est le vrai nom, hein, Rémi Ibark. Du coup, c'est toujours moi. Tu peux parler du livre blanc technolucide en 1 minute. En 1 minute, donc le livre blanc, on voyait l'IA évoluer et devenir mainstream, et on voyait qu'on parlait peu des risques. Donc ce qu'on avait voulu, c'est écrire un livre blanc sur les défis et les challenges sociétaux et environnementaux de ces IA. On le trouve en ligne sur le site Data for Good. C'est un livre blanc très complet qui rebalaye tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui, avec les biais notamment, et quoi d'autre ? Exactement. On parle de fiabilité, on parle de propriété intellectuelle, on parle de biais, et on parle bien évidemment d'environnement. Donc ces 4 rubriques sont inclus. Et allez sur Data for Good pour voir le livre blanc, il est riche. Et c'est le livre blanc qui a inspiré du coup le jeu sérieux La bataille de l'IA, qui a été conçu par les équipes de Latitude avec Data for Good aussi, me semble-t-il. C'est quoi Alors Valentin, tu peux maintenant enlever ton masque. Tu n'es pas étudiant et lycéen. C'est ça. D'ailleurs, tu as dit que tu avais fait des stages. c'est rare pour un lycéen d'avoir fait des stages. Mais dans quel contexte s'est créée la bataille de l'IA ? Ouais, donc nous, Latitude, on a une expertise depuis plusieurs années sur la création d'ateliers justement de sensibilisation sur le numérique responsable et engagé, donc les enjeux sociaux et environnementaux. Et en fait, ça faisait déjà un petit moment qu'on avait en tête tous ces sujets d'IA générative, et quand on a vu le travail formidable produit par l'équipe Data for Good, on a compris tout de suite que c'était le contenu qu'il fallait qu'on adapte sur un serious game pour pouvoir faire vivre dans la durée tout ce contenu. Alors Marie, comment il se passe, parce que tu es de Latitude aussi, tu fais partie de l'équipe de Latitude, comment se passe cet atelier, la bataille de l'IA ? Oui, c'est ça. Du coup, moi, je suis bénévole Latitude, Marie Couvet de mon vrai nom. Et vraiment data scientist. Vraiment data scientist. Et tu peux le dire, tu ne cautionnes pas ce dispositif d'IA pour Parcoursup 2024, on peut le dire. Non, je ne cautionne pas, je l'utiliserai pas, et j'espère qu'il sera jamais développé. Parce que tu le défends bien quand même. Hein. Oui, j'ai essayé. Et donc, les explications sur l'atelier ? Donc du coup, cet atelier, c'est un atelier qui dure au minimum 2 heures, qui est pour objectif donc, de sensibiliser aux enjeux de l'IA générative. Il se passe en 3 étapes. La première étape, ça va être refaire un historique de l'intelligence artificielle des années 50 à aujourd'hui. Donc du coup, basé sur le jeu Timeline pour ceux et celles qui connaîtront. La deuxième étape, ça sera plutôt des débats autour des enjeux de l'intelligence artificielle générative. Donc du coup, on va vous poser des petites questions autour des différents enjeux. Et faudra débattre. C'est un débat. La troisième partie, c'est un débat. Comment on l'a fait en fait aujourd'hui, avec des vrais faux interlocuteurs, enfin des profils qui se gèrent autour. Écoutez, j'espère que cette vraie fausse émission de Parlez-moi d'IA ne vous a pas trop choqué, qu'elle vous a donné l'occasion de réfléchir, et qu'elle va vous donner l'occasion de réfléchir avec le livre blanc et avec le futur jeu sérieux La bataille de l'IA. Vous pouvez aller voir sur le site de Latitude avec un S et de Data for Good. On se retrouve bientôt pour un vrai entretien, cette fois-ci de Parlez-moi d'IA, je vous promets. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Je vous laisse avec les bonnes émissions dans de bonnes mains de Cause Commune. Rayon libre pour le vélo avec Jérôme. Merci Jérôme pour la réalisation. Et puis tout de suite, c'est les lapsus de l'actu. À bientôt.